Bien, nous allons échanger avec vous sur les nouveaux programmes de lycée et peut-être un tout petit peu sur les nouvelles épreuves du baccalauréat. Je vais vous présenter le groupe qui va intervenir devant vous et vous dire quelques mots sur la manière dont il a été composé avant de leur laisser la parole. Et pour cela, il nous semblait intéressant à tous de vous faire un petit peu pénétrer dans la manière dont se composent les programmes, puisque finalement, que nous soyons ou non enseignants, nous avons une image très opaque de l'institution. Des textes officiels qui ont un statut quasi sacré sont publiés. On ne sait pas si c'est un inspecteur général qui l'écrit tout seul, des inspecteurs généraux qui les écrivent entre eux, si le ministre sait vraiment ce qu'il signe et ce qu'il publie. Voilà, donc tout simplement, comment ça se passe ? Il y a un Conseil supérieur des programmes qui a été institué par Vincent Payon et qui est responsable non pas des programmes eux-mêmes, mais des projets de programmes qui vont être soumis au ministre. Il revient à ce Conseil supérieur qui est composé d'élus, d'acteurs du monde de l'éducation, d'acteurs du monde de la culture, de grands responsables, acteurs publics, etc., de manière très diverse et avec une proportion non négligeable de parlementaires. Il revient donc à ce conseil et à sa présidente, soit ma collègue et amie Souad Ayada, inspectrice générale de philosophie, de constituer les groupes ou de les laisser constituer à d'autres en fonction de cadrage qu'elle émet. Et c'est la seconde manière qui a été choisie pour ces programmes-ci. Ça n'avait pas été le cas pour les programmes de collège de 2015. Donc le Conseil supérieur des programmes a contacté des inspecteurs généraux. En l'occurrence, pour l'histoire des arts, je ne vous cache pas qu'il y avait peu de choix. Étant seul de mon espèce, je suis encore reconnaissant à Souad de m'avoir proposé cette tâche, avec mission pour nous de faire des propositions de noms d'universitaires qui allaient avec nous coordonner les groupes d'experts. J'ai donc assez naturellement demandé à Éric de Chassey, directeur général de l'INHA, de participer avec moi à ce groupe. Pas seulement parce que Éric de Chassey est Éric de Chassey, mais aussi pour la position pivotale que joue l'INHA, ce qui évitait de choisir entre un pur universitaire, un conservateur. L'INHA joue un rôle fédérateur, me semble-t-il, au sein du monde de l'histoire de l'art. Il y avait une troisième raison, donc Éric de Chassey et Éric de Chassey, il est directeur général de l'INHA, et à l'INHA, il y a beaucoup de conseillers scientifiques responsables et spécialistes de différentes périodes et de différents mondes culturels, également de différentes expressions artistiques, et il me semblait que là, il y avait une ressource qui pouvait être utile à certains moments de la constitution des programmes, et vous entendrez qu'effectivement, l'INHA, dont il y a ici d'ailleurs quelques conseillers scientifiques, a joué vraiment un rôle pour nous éclairer à certains moments où on avait vraiment besoin d'un éclairage scientifique. Alors Éric devrait être à nos côtés et il va sans doute nous rejoindre, mais pour l'instant il est en mission auprès de Franck Riester qui visite le château, donc il est en mission pas loin, hein, mais c'est une mission qui est un tout petit peu prenante et puis c'est très délicat de dire à son ministre de tutelle écoutez, je suis désolé, mais là je suis attendu, donc il fait attendre tout le monde, c'est comme ça. Mais il va nous rejoindre et j'espère qu'il ne dira pas le contraire de ce que je vous dis là. Éric et moi nous sommes concertés, nous avions un cadre qui était très strict. Nous avions droit à 3 professeurs de lycée, un professeur de classe préparatoire, un universitaire, un conservateur et, last but not least, un IAIPR, qui en l'occurrence est à ma droite, Sandra Goldstein, IAIPR d'art plastique et histoire des arts dans l'Académie de Lyon. Et je continue à ma gauche Nadège Budzinski, ou Nadège Bourgeon-Budzinski, selon ce qu'elle voudra, qui est professeure d'éducation musicale, formatrice académique en musique et en histoire des arts, si je ne m'abuse, dans l'Académie de Créteil. Puis Claire Lingenheim, qui est professeure d'histoire et géographie au lycée des Pontonniers dans l'Académie de Strasbourg et qui est en train de prendre également des responsabilités de formatrice académique. Luciana Mocciola, qui est professeure de classe préparatoire en histoire des arts au lycée Hélène Boucher et qui est elle-même historienne de l'art, qui est intervenante à l'École du Louvre et à l'Institut national du patrimoine. Et enfin, Sophie Guillain, qui est professeure de lettres et d'histoire des arts dans l'Académie de Versailles au lycée d'Orsay. Donc ce brillant aréopage était complété de 2 personnes qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui.
Sébastien Kins, qui est conservateur des peintures espagnoles du musée du Louvre, et Laurent Baridon, qui est professeur d'histoire de l'art à l'université de Lyon 2. Donc ce groupe de travail s'est réuni de manière avec un calendrier régulier. Et voilà comment nous avons procédé pour que le cadre vous soit donné avant que je cède la parole. Nous avons décidé d'auditionner en amont et pendant nos travaux. En amont, nous avons posé des questions à toutes les académies, donc à la France entière, administrativement découpées en académies selon l'administration éducative. Nous avons posé la question via les IAIPR, c'est-à-dire les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, pour ceux qui ne maîtrisent pas le jargon. Ce sont eux qui ont la coordination effective de l'enseignement d'histoire des arts dans chacune des 30 académies. Nous avons reçu sur les 30 académies 17 réponses extrêmement argumentées qui montraient que les inspecteurs avaient consulté les équipes de lycée. Donc nous avions une sorte de reflet du terrain qui nous a été extrêmement utile comme point de départ. Puis nous avons consulté tout au fur et à mesure de nos travaux des organisations représentatives d'abord de l'histoire de l'art, donc l'APAO, l'Association des professeurs d'archéologie et d'histoire de l'art à l'université, le CFHA, le Comité français d'histoire de l'art, qui réunit non seulement des universitaires mais également des conservateurs, ce qui nous a été fort utile. Et alors il n'y a pas d'organisation représentative au sens d'association de professeurs d'histoire des arts, comme il pourrait y en avoir, comme il en existe pour les professeurs d'éducation musicale, de philosophie, d'histoire, géographie, de lettres et j'en passe. Donc nous avons choisi d'auditionner un collectif de professeurs qui maintient un site de ressources et d'échanges que nous trouvons assez remarquable, qui s'appelle Paragon, et dont je crois il y a des membres ici. Il me semble en avoir vu. Et donc nous avons décidé de les auditionner, pensant qu'ils étaient à même de recueillir l'avis de leurs collègues par d'autres canaux que le canal institutionnel. Donc nous avons vraiment, à plusieurs moments, essayé d'avoir au maximum, sans que ça devienne un micro-trottoir, l'avis des professeurs de terrain. En sachant, nous le dirons après, que, comme toujours, à un moment donné, il faut faire des choix. Voilà comment nous avons procédé. Je laisse le soin de dire. Moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, de la place où j'étais, mais nous sommes toujours très satisfaits de nous-mêmes, donc c'est difficile. Nous sommes mal placés pour le dire, Eric et moi, mais nous avons eu, je crois, tous les deux l'impression d'un travail véritablement collégial, et j'ose espérer que nous avons cédé la parole à tous ceux qui la souhaitaient et qu'à aucun moment nous ne l'avons monopolisée, mais je risque peut-être d'être démenti, et j'espère bien que si c'est le cas, si ça n'a pas été le cas, on n'hésitera pas à me démentir. Très brièvement, toujours pour que le cadre soit posé, voilà quel est aujourd'hui l'état des lieux, puisque le but de cet atelier n'est pas de vous faire une présentation officielle des programmes. Ça, c'est pas compliqué, vous avez les textes en ligne, c'est très accessible. On tape programme d'histoire des arts, vous y accédez tout de suite. Vous savez lire, ils sont écrits assez simplement, me semble-t-il, et on a évité les jargons. Donc normalement, il n'y a pas un seul mot de novlangue. Et donc tout le monde peut lire ces programmes. J'insisterai plutôt sur les grands axes de ces programmes, en particulier par rapport aux programmes actuels. Et puis ces axes seront éclairés par les membres du groupe de travail. Je vais me servir pour ça d'un diaporama qui a été présenté dans l'Académie de Rennes, ce qui me semblait intéressant plutôt que de construire quelque chose ou que ce soit un discours sans support visuel, pour que vous voyez aussi la manière dont ça se vit dans les académies et dont aujourd'hui des formateurs présentent aux professeurs les programmes. Ça me semblait intéressant de vous montrer ça. À ma connaissance, pour l'instant, il y a 2 diaporamas de cet ordre qui ont été faits, donc j'ai pris l'un des 2, le plus simple des 2 en fait. Donc, pour commencer, ce qui est promulgué aujourd'hui est ce que vous avez sous les yeux. Enseignement optionnel en classe de seconde avec 3 heures par semaine, des enseignements optionnels en classe de première et terminale. Le programme de terminale n'est pas encore publié, il va être publié très bientôt, avec 3 heures par semaine, et des enseignements de spécialité en classe de première et terminale, avec 4 heures par semaine en première et 6 heures par semaine en terminale, sachant que les élèves peuvent arrêter à la fin de la première, puisqu'ils n'ont droit qu'à 2 spécialités en terminale, ils ont droit à 3 en première. Le principe de la réforme du lycée, c'est que les 3 ans de lycée doivent servir à l'orientation et à la spécialisation progressive des élèves. Dans ce cas, il était tout à fait logique que le ministre décidât qu'il y ait davantage de spécialités en première, puisque l'élève hésite encore, et puis il va choisir déjà par élimination à la fin de la première,
Et du coup, il a beaucoup plus d'heures en terminale, les 4 heures de la 3e spécialité de première étant réparties entre les 2 spécialités de terminale. Par ailleurs, le souci était que l'économie globale des spécialités telles qu'elles existent aujourd'hui ne fut pas changée. Aujourd'hui, un élève qui prend une spécialité Histoire des Arts a 5 heures en première, 5 heures et terminale. Il fallait donc que le bagage global de 10 heures par semaine sur les 2 années ne fut pas transformé. Une logique d'attraction et de progressivité, beaucoup plus que dans le précédent programme qui est encore en vigueur. Les programmes tiennent compte des acquis des élèves au collège, l'histoire des arts étant un enseignement obligatoire au collège, même si ce n'est pas une discipline avec des horaires dédiés. D'autre part, le principe de la réforme du lycée, qui s'applique à l'histoire des arts comme à toutes les autres spécialités, c'est qu'un élève doit pouvoir prendre l'option ou la spécialité en première sans l'avoir suivie en seconde. En revanche, il ne peut pas la prendre en terminale s'il ne l'a suivie en première. Autre nouveauté, les enseignements insistent sur les partenariats avec les institutions, mais ça n'est pas statutaire comme ça peut l'être pour le théâtre et le cinéma, où ces enseignements ont obligation, j'oubliais la danse, de nouer un partenariat avec des partenaires qui enseignent effectivement dans le cadre du lycée. Les objectifs, conformément au nouveau programme du collège et aux consignes qui nous ont été données pour les programmes du lycée, sont avant tout des objectifs de compétences. Et ces compétences sont définies dans les mêmes termes, à peu de choses près, vous le verrez, que les termes qui sont utilisés pour les programmes de collège. Nous avons considéré effectivement qu'il ne devait pas y avoir de différence de nature entre l'histoire des arts en termes d'objectifs entre le collège et le lycée, puisqu'il n'y a pas de raison que la culture artistique que nous visons à donner à des élèves de collège soit de nature différente que celle que nous visons à donner à des élèves de lycée, même si le niveau attendu est évidemment différent. Donc les objectifs étant des objectifs finaux de notre éducation, nous avons souhaité que ce soit exprimé dans les mêmes termes à peu près. Et comme vous voyez, le lycée doit préparer, c'était les consignes du ministre, il y tient beaucoup, à ce que le lycée ait comme but essentiel de préparer le supérieur. Nous avons donc regardé les référentiels de licence en histoire de l'art, considérant que l'histoire de l'art était notre discipline universitaire de référence, assez logiquement. Et nous avons été heureusement surpris. J'avoue que j'avais participé à la rédaction de ces référentiels, mais j'avoue les avoir totalement oubliés. Ça a été l'occasion de vérifier que finalement, les termes utilisés par les référentiels de licence en histoire de l'art étaient assez proches des objectifs de compétences définis par le collège en histoire des arts. Confirmation de plus que la distinction entre histoire de l'art et histoire des arts, qui repose légitimement sur une différence de champ et de largeur de champ d'objet d'études, n'est pas une différence en termes de compétences attendues d'élèves ou d'étudiants. Il y a une progression finalement assez logique dans le niveau avec des compétences de champ comparables. Finalité et objectif, évidemment des poursuites d'études. Alors l'Académie de Rennes s'est un peu avancée en disant qu'il s'agit de contribuer à la poursuite d'études dans les filières artistiques. Ce n'est pas exactement ce qui est dit dans le programme, mais on vise effectivement une poursuite d'études. Enfin, on espère que certains de nos élèves pourraient être éventuellement intéressés par une poursuite d'études dans le domaine de l'histoire de l'art, du patrimoine, de l'histoire de la musique, de l'histoire des arts. Et nous savons d'ailleurs par l'usage que c'est le cas. Nous avons entendu hier des remarquables élèves de l'école du Louvre nous présenter un film, et ces élèves qui sont en première année de l'école du Louvre étaient encore l'année dernière des élèves de terminale en spécialité Histoire des Arts, puisqu'elles avaient bénéficié de l'opération de la Fondation Culture et Diversité. C'était donc des élèves de terminale en spécialité Histoire des Arts dans des lycées relevant de l'éducation prioritaire. Chaque élève doit étudier in situ, et c'est très important, par an, au moins une œuvre d'art visuelle originale, autrement que sur diapo, mais donc étudier l'œuvre, et vraiment l'étudier, pas seulement la voir, la regarder, l'approcher, la rencontrer, comme on dit beaucoup en éducation artistique et culturelle. Là, il s'agit vraiment de l'étudier sur place, dans son cadre, quel que soit ce cadre. De visiter au moins un bâtiment ou un ensemble architectural. L'archi et l'urbanisme sont toujours un petit peu liés chez nous. Et assister au moins à un spectacle ou à un concert. En classe de seconde, 2 entrées, un projet de classe réalisé par les élèves en partenariat avec des structures culturelles locales, 15 à 20 heures, et l'étude de 5 foyers artistiques que nous avons appelés chronogéographiques,
En fait, c'est un temps, un moment, une période, un lieu. Choisis dans une période du programme, nous avons donc défini 5 périodes avec quelques foyers par période. Et 2 de ces foyers seront obligatoirement extérieurs à la France, à l'Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire extra-occidentaux, si vous voulez. En première, en option, eh bien, tout simplement, il y aura un programme défini au BO. Le programme tel qu'il est publié pour l'instant ne donne aucune contrainte. Ça s'appelle autrement dit un programme limitatif. Le Conseil supérieur des programmes a préféré nommer ça objet d'étude. Le premier, qui sera publié dans quelques jours, sera Art et émancipation de 1960 à nos jours, et une liste d'œuvres de référence à titre indicatif. Ce n'est nullement une liste canonique d'œuvres qui serait obligatoirement enseignées, mais c'est pour donner des pistes. Une liste d'œuvres est publiée à l'appui du programme limitatif. Les élèves sont invités à construire un carnet de bord. En spécialité de première, projet partenarial comme en seconde. Et ce ne sont plus des foyers chronogéographiques, c'est-à-dire il n'y a plus de notion de périodisation, mais le programme est organisé en thématiques. Ces thématiques s'appuient sur une œuvre. On va du particulier au général, donc on part d'une œuvre et on élargit à la thématique. Nous parlerons de la raison pour laquelle, et peut-être aurez-vous des questions sur ce choix dont nous sommes conscients que c'est un choix partial. Dans ces œuvres principales par lesquelles on entre dans la thématique, et évidemment à l'appui desquelles ou avec lesquelles on étudie des œuvres secondaires pour renforcer l'étude de la thématique, il faut que 2 au moins dans l'année relèvent des arts visuels, qu'une au moins dans l'année relève du patrimoine bâti, et qu'une au moins dans l'année relève de la musique ou de la danse. Les démarches chronologiques ou rétrochronologiques sont les bienvenues. Donc il n'est pas question qu'il n'y ait pas de repères, mais ces repères, le professeur les construit comme il l'entend, contrairement à la seconde. Il y a des consignes fortes pour que les options et spécialités histoire des arts s'appuient sur des ressources documentaires et numériques, pas seulement numériques, mais également sur des bons vieux livres, et également pour qu'elle implique, bien plus qu'actuellement, et mes collègues de Rennes ont raison d'insister là-dessus, les structures et acteurs culturels. J'ajouterai patrimoniaux parce que, en fait, le programme dit plutôt patrimoniaux et culturels, l'insistance du programme étant plus sur le patrimoine, il faut le reconnaître, que sur le spectacle vivant, mais vous avez vu qu'il y avait aussi des obligations quant au spectacle vivant. Puis l'évaluation au baccalauréat. En fin de première, pour les élèves qui renoncent à la spécialité, ils ont une épreuve, de sorte qu'ils soient évalués sur leur spécialité au baccalauréat. Il s'agit d'une épreuve orale de 30 minutes. 15 minutes sont consacrées à la part que l'élève a prise au projet collectif, où l'élève doit être capable d'expliquer ce qu'il a fait. Il doit être capable à la fois d'expliquer de quelle nature était le projet et en même temps quelle part il y a prise. Et 15 minutes où il doit présenter au jury, je dis bien présenter, une des œuvres de son dossier, donc une œuvre qu'il a étudiée en classe, reliée naturellement à une des thématiques, puisque les œuvres qu'il aura étudiées sont toutes, elles ne sont pas analysées en soi, mais elles sont analysées avec un axe thématique. Donc c'est de cette manière-là qu'il doit la présenter, le jury étant tout à fait libre de l'interroger sur d'autres œuvres. Démarche pédagogique, de même qu'au collège en cycle 4 en 2015, le programme de lycée insiste sur quelques démarches pédagogiques. Ça aussi, c'est une nouveauté. Des démarches comparatistes. Les historiens de l'art parmi vous vont reconnaître les binômes wölfliniens, parce qu'il n'est pas question d'éliminer toute formation formaliste pour des élèves en histoire des arts, et que la mise en parallèle de 2 œuvres, finalement, ça fonctionne toujours très bien, et c'est la meilleure manière de montrer aux élèves l'identité d'une œuvre. La simple démarche traditionnelle chez nous, description, analyse, interprétation, peut avoir tendance à niveler finalement l'histoire de l'art du point de vue des élèves et à faire perdre ce qui fait la spécificité d'une œuvre, la spécificité d'un artiste, la spécificité d'un langage, que sais-je, la spécificité d'une technique. Comparer des techniques et matériaux, le programme veille à rappeler que l'œuvre est à sa matérialité. Si nous y réfléchissons bien, il n'existe pas d'œuvre entièrement virtuelle. Relier des œuvres étudiées en classe à d'autres vues ailleurs ou entendues ailleurs.
Deuxième axe pédagogique, la description, la représentation, la transposition. Et troisième axe, l'élève médiateur et passeur de connaissances. Nous avons considéré, comme d'ailleurs en collège, que l'histoire des arts ne devait pas être une discipline précieuse pour Happy Few, où on apprendrait simplement la délectation du beau, mais il s'agit aussi d'être capable de communiquer cela, de rayonner. Et donc, il nous a semblé, comme en collège, puisque c'est repris tout à fait du programme de collège, que la prise de parole dans un débat, que la réalisation d'un matériel d'exposition, que la préparation d'une visite, que ce soit dans le lycée ou à l'extérieur, que la création de ressources numériques pouvait être aussi bénéfique à des élèves de lycée qu'elle l'est à des élèves de collège. Par ailleurs, nous savons que, en particulier les inspecteurs, qu'ils soient d'académie ou qu'ils soient généraux, que ce sont déjà des pratiques, heureusement, mises en œuvre dans les groupes. Et les professeurs qui sont ici présentes nous l'ont rappelé à plusieurs reprises. Voilà. Et nos collègues se sont amusés assez malicieusement à regarder la différence entre les formulations des programmes de collège et ceux des programmes de lycée, à la fois pour souligner la continuité qu'il y avait dorénavant entre les deux, et en même temps les minimes petites différences qui montraient que tout de même, ça n'était pas exactement la même chose. Voilà, en gros, il s'agit de rendre l'élève acteur, d'encourager leur autonomie et leur engagement. Vous devinez qu'il y a là une préoccupation qui n'est pas seulement pré-professionnalisante, mais également une préoccupation d'ordre civique. Et c'est le sens de la démarche de projet qui peut les former excellemment à d'autres carrières dans le supérieur que des carrières spécialisées. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues en leur demandant dans un ordre qu'elles détermineront, de dire ce qui leur semble important, la manière dont on a travaillé, et voilà. Alors, Sandra, je vous laisse la parole. Ah, il y a un micro à chef. Merci. Bonjour. Il nous semblait bien évidemment important dans un premier temps de vous rappeler que nous avions veillé à consulter l'ensemble des inspecteurs en charge de cet enseignement de l'histoire des arts sur l'ensemble du territoire national qui, à leur tour, ont consulté leurs professeurs enseignant l'histoire des arts en lycée. Ça a été un travail conséquent au regard du nombre d'écrits qui nous ont été envoyés, que nous avons bien évidemment, avec beaucoup d'attention, lus et synthétisés. Ces précieuses informations nous ont permis, bien évidemment, de répondre du mieux possible à la fois à la commande qui nous avait été faite par le ministère d'une part, mais d'autre part aussi à prendre en compte les difficultés qu'ont rencontrées nos collègues ces dernières années à la mise en application des programmes précédents et aux attentes pour les années à venir en vue d'offrir à nos élèves un enseignement qui répond au mieux à leurs attentes et à leurs besoins, ainsi qu'à ceux donc de nos enseignants de lycée en histoire des arts. Alors peut-être, après avoir pris connaissance du contenu de ces programmes, il nous semblait important de vous rappeler en quelques points très synthétiques les retours que nous avions eus de nos collègues inspecteurs et enseignants à la veille donc, du début d'écriture de ces programmes. Je me permettrai aussi de vous préciser que, bien évidemment, nous ne nous sommes pas contentés de mettre en application les attendus de ces collègues, mais nous avons bien évidemment veillé alors non seulement à répondre aux attentes institutionnelles, d'une part, mais d'autre part aussi à mettre en discussion l'ensemble de la synthèse qui avait été élaborée. Alors peut-être que nous pourrions tout à l'heure ensemble échanger sur les points de discussion que nous avons menés en groupe, pour justifier la raison pour laquelle nous avons pris un certain nombre de décisions. Alors, en guise de rappel, donc, les collègues IPR nous avaient fait remonter qu'il est plus que souhaitable, bien évidemment, de continuer à croiser
les différents domaines artistiques de la seconde à la terminale, en évacuant aucune pratique, aucun domaine artistique. D'autre part, il y avait un souhait très appuyé d'inciter, au travers des programmes, un partenariat en direction des institutions artistiques culturelles, aussi diverses soient-elles. Enfin, troisième point, toujours par rapport à cette question du partenariat, il était attendu que soit valorisée plus particulièrement la mise en activité de nos élèves, à savoir ne pas se contenter d'une fréquentation des musées et des institutions, bien évidemment aussi à permettre à ces élèves de rencontrer les acteurs de la vie artistique et culturelle et de s'emparer de façon active de ces rencontres avec les œuvres et avec les acteurs. Nous avons ensuite, bien évidemment, réfléchi à la structuration de situations d'enseignement, alors notamment pour proposer une mise en projet des élèves, d'une part, mais d'autre part aussi, parmi ces situations d'enseignement, de réfléchir également à un contenu théorique et méthodologique qui est donc, que vous a présenté Henri tout à l'heure. Peut-être que nous pourrions revenir sur la diapositive qui rend compte des contenus théoriques que nous apportons à nos élèves, qui sont structurés différemment en seconde, puis en première et terminale. Et nous avons eu pour souci, et là aussi, de proposer un enseignement par entrée thématique, problématisé, en veillant à inviter les enseignants à s'appuyer le plus souvent possible sur les œuvres de proximité se trouvant dans les institutions artistiques et culturelles de leur secteur, mais en veillant bien évidemment ensuite aussi à ouvrir les œuvres étudiées à des œuvres se trouvant dans des musées nationaux, voire, tu évoquais tout à l'heure l'extra-occidental, bien évidemment, à mettre en dialogue ces œuvres avec des œuvres extra-occidentales. Les inspecteurs ont eu le souci, bien évidemment, aussi de demander, de veiller à ce que, au travers de leurs demandes, nous proposions un enseignement plus progressif, dans la continuité des programmes de collège. Et de ce fait, nous avons eu le double souci de proposer à la fois la possibilité pour nos futurs élèves de rejoindre l'enseignement de l'histoire des arts à tout moment de leur scolarité en lycée. Il est tout à fait possible, mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Henri, de commencer à suivre l'enseignement de l'histoire des arts en lycée, après bien évidemment l'avoir suivi en collège, mais ensuite de poursuivre en première ou en terminale, s'il n'était pas possible de le suivre en seconde, ou bien, pourquoi pas, aussi souvent que possible, bien évidemment, de suivre cet enseignement sur l'ensemble de la cohorte. Donc il était pour nous important de proposer à la fois un programme qui soit progressif, aussi bien au niveau du contenu que de la possibilité pour nos élèves de consolider leurs compétences tout au long de leurs années de formation au lycée, mais d'autre part aussi d'être en capacité de progresser au niveau de l'acquisition des contenus enseignés. Est-ce que nous évoquons le baccalauréat, les épreuves? Tu as évoqué tout à l'heure la première. Je voudrais qu'on continue le tour de table. Oui, je voudrais juste encore aborder un point qui me semble essentiel. La demande la plus fréquente qui nous avait été faite par à la fois les IEIPR et les enseignants était de veiller aussi à ce que cet enseignement soit attractif. Attractif dès l'année de seconde, pour donner l'envie à nos élèves de collège de poursuivre bien évidemment cet enseignement de façon optionnelle en seconde. Et pour ce faire, il nous semblait extrêmement important de veiller à faire apparaître dans ces programmes la dimension sensible de cet enseignement et d'offrir à nos élèves la possibilité aussi de découvrir et d'exprimer une certaine subjectivité, un ressenti par rapport à ces œuvres, articulées bien évidemment à une approche raisonnée. Enfin,
Pour finir, ensuite je laisserai la parole à mes collègues. Il était important de proposer un enseignement autour d'activités permettant à l'élève de prendre des initiatives, de s'engager véritablement dans un projet qu'il mène du début à la fin, à la présentation, une présentation orale finale, et d'être en capacité aussi de prendre des initiatives tout en étant formé à l'autonomie. Voilà. Sur la synthèse, puisque tu as proposé de partir de là, moi il y avait quelque chose, enfin c'est Sandra qui connaît le mieux la synthèse, les retours des académies, parce qu'elle en a fait la synthèse, donc c'est elle qui les a lus les plus attentivement. Pour ma part, le souvenir que j'en garde, c'est que sur certains points, il y avait une très grande contradiction. C'est-à-dire il y avait une unanimité sur la constatation d'un problème, en particulier un problème lié à l'acquisition de repères chronologiques. Je pense que Claire Lingenheim s'exprimera là-dessus. En revanche, les solutions qui étaient proposées étaient des solutions extrêmement contradictoires. Et nous avons eu la même impression dans les auditions que nous avons faites. Et c'est pourquoi, enfin, je laisserai mes collègues s'exprimer là-dessus. Moi, je n'ai pas à justifier forcément les choix qui ont été faits, parce que ce sont des choix collectifs. Donc, je n'y ai pas plus de part que l'ensemble de mes collègues. Mais enfin, il est certain que nous sommes conscients que les choix que nous avons faits sont des choix qui sont tout à fait contestables. Mais d'un autre côté, il y avait cette très forte demande, même unanime, hein, de proposer des solutions fortes ou des méthodes fortes pour l'acquisition de repères, je dis chronologiques faute de mieux, des repères dans les chronologies. Hein, et en même temps, nous étions soucieux d'avoir des entrées qui tiennent compte d'un certain nombre d'acquis de la recherche. Alors, pour notre part, à l'Éducation nationale, la recherche en neurosciences, qui est une préoccupation très forte de notre ministre et qui est incarnée par son conseil scientifique. Et Stanislas Dehaene a écrit beaucoup sur la question de la mémorisation, et en particulier de la mémorisation des repères, de l'acquis d'ailleurs, c'est pas seulement sur la mémoire que ça joue, des repères. Et puis nous avons, enfin pour ma part en tout cas, j'avais un souvenir très fort de l'Université de Printemps de Fontainebleau qui avait été consacré aux chronologies et autres figures du temps, où étaient intervenus entre autres Alain Corbin et Henri Zerner, et qui avaient laissé beaucoup de traces dans nos mémoires. Donc on a essayé de tenir compte de tout l'acquis que nous avions en termes de réflexion sur cette question des repères chronologiques. Ça n'est qu'un exemple de plusieurs points qu'a évoqué Sandra, sur lesquels donc je ne reviendrai pas, où nous avions une demande forte des académies, mais où les solutions proposées par les académies étaient inconciliables entre elles, et où donc il a fallu trancher. Alors, merci. Je ne vais pas résoudre aujourd'hui la question de la périodisation ou de la question des repères, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous a occupé un long moment. Ce questionnement autour de la chronologie, des temporalités, de la périodisation. Et en fait, notre idée, c'était de donner des repères forts et solides à l'élève. Alors, non pas à partir d'une histoire de l'art ou une histoire des arts qui se construirait de manière linéaire, c'est-à-dire d'une manière chronologique, grosso modo, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Vraiment, on a eu tous la volonté de casser cette linéarité, mais au contraire de construire des temps forts autour d'échelles spatiales et temporelles. En fait, on a déplacé les notions et on s'est on a tous été amenés à réfléchir sur la question d'échelle spatiale et temporelle. Et pour cette raison, on a privilégié en seconde la question des foyers. Voilà. À partir de cette notion de foyer, l'élève en fait peut acquérir des bases solides, des repères dans le temps et dans l'espace. Et ça nous a été vraiment une réflexion qui nous semblait riche
et pertinente. Alors le foyer est conçu comme une aire culturelle avec un rayonnement et des circulations et des échanges. Donc ça a été vraiment un grand moment de discussion. On a été amené à réfléchir à l'enseignement aussi de l'histoire de l'art dans d'autres pays. On a vraiment été amené à faire des comparatifs. Et voilà, la notion de foyer vraiment nous a paru pertinente. Ça, c'est le premier point que je voulais mentionner par rapport à la périodisation. L'autre grande question qui s'est posée pendant ces nombreuses journées de réflexion, c'est quelle est la singularité de l'histoire des arts au sein des enseignements artistiques ? L'histoire des arts par rapport à la musique, par rapport à la danse, par rapport aux arts plastiques, ce n'est pas un enseignement qui a une pratique. Et pour cette raison, la question du projet nous a paru extrêmement importante et à nouveau pertinente pour ancrer l'histoire des arts dans une pratique et faire de l'élève un acteur, un médiateur, un passeur de savoir. Donc cette idée de la pratique est en lien aussi avec l'oral, la réactivité à l'oral. Et la question de la place de l'oral au sein de cet enseignement de l'histoire des arts est liée, pratique et prise de parole à l'oral de l'élève. Voilà les deux points qui m'ont paru extrêmement importants dans ces journées. Alors, je vais reprendre justement sur la question de la pratique, parce qu'évidemment, je trouve que non seulement les élèves n'avaient pas souvent, quand on parle d'histoire des arts, ils ne l'associent pas à une pratique artistique ou à une pratique, et on manque singulièrement aussi de visibilité par rapport aux autres enseignements artistiques. Et je trouve que d'avoir proposé en quelque sorte, on a réfléchi en effet à cette question de projet est essentielle, et d'autant plus aujourd'hui que nous avons besoin de cette visibilité pour continuer à exister, puisqu'il y a quand même un véritable enjeu qui se pose pour nous, en particulier pour nos options facultatives, le fait de pouvoir demander à des élèves de proposer un projet, de jouer le rôle d'un médiateur auprès d'autres élèves de notre établissement ou d'un autre public extérieur, va véritablement nous donner des clés pour faire vivre nos enseignements. Donc il nous semblait important de le mettre véritablement en lumière dans les nouveaux programmes qui sont proposés. Et puis quand on parle d'attractivité, il ne vous a certainement pas... vous avez certainement pu constater qu'on a essayé, par exemple, dans les foyers chronogéographiques qui sont proposés en seconde, d'essayer de plaire à tous les publics et à tous les goûts des élèves qui arrivent en seconde. Donc il y en aura, il y a ces foyers qui permettent d'aborder les impressionnistes, parce que nous savons que une partie de nos élèves adorent justement aborder ce courant stylistique, mais nous avons aussi des passionnés de la Renaissance, ils trouveront matière à justement s'exprimer. Nous avons des passionnés d'époque antique, et puis nous avons les passionnés aussi de la création contemporaine. Et il nous a semblé vraiment important en seconde de réactiver l'intégralité des périodes et non pas comme autrefois nécessairement un petit peu de les fractionner comme c'était le cas dans le programme d'options facultatives précédent. Oui, alors bonjour. Donc alors d'après, j'ai essayé d'apporter mon expérience. Donc d'après mon expérience auprès des étudiants du supérieur, donc que ce soit en classe préparatoire ou à l'université, voire même à l'école du Louvre, j'ai voulu en particulier insister sur deux points dans la mise en place de ces nouveaux programmes qui me semblaient importants. Donc d'un côté, en effet, l'acquisition notamment j'ai rencontré des difficultés, notamment pour les étudiants de première année, l'acquisition de plus forts et plus sûrs repères chronologiques. Et donc, en essayant de ne pas négliger certaines périodes, comme l'Antiquité et le Moyen-Âge, vers lesquelles les étudiants éprouvent un sentiment parfois de distance, voire de mépris, en raison d'un manque, à mon avis, de familiarité.
Deuxième point important pour moi, c'était l'acquisition d'un lexique le plus possible, à la fois précis et large, c'est-à-dire s'ouvrant différents domaines artistiques, moyennant justement à travers un entraînement régulier à l'oral, une prise de parole peut-être plus importante, parce que les étudiants ont difficulté à verbaliser leurs propos, notamment dans certains domaines artistiques, comme l'architecture. Et j'espère que dans les nouveaux programmes, on les aidera à acquérir au fur et à mesure ce lexique. Donc voilà. Que puis-je ajouter ? Ce qui m'a frappé, c'est que dans notre travail, nous nous sommes très vite, mais presque immédiatement même, retrouvés d'accord sur certaines notions, comme le rapport sensible à l'œuvre, comme la verbalisation, comme le projet, et qu'il y a des points autour des repères chronologiques qui, eux, ont été beaucoup plus contradictoires, parce que tout simplement, nous n'avons pas forcément le même public quand on enseigne en lycée ou qu'on enseigne en post-bac, pas les mêmes situations d'enseignement. Donc on a essayé de trouver des solutions et des points d'accord par rapport à ça, même si parfois nos points de vue, c'était difficile de les faire se rejoindre. Donc on a exprimé en tout cas vraiment tout ça entre nous. Ce qui me semblait aussi intéressant à souligner, c'est le fait qu'on a essayé de différencier les choses, de différencier l'approche que nous avions en seconde et que nous proposions en première et que nous proposions en terminale, que chaque année soit différenciée dans sa manière d'approcher l'histoire des arts. Et y compris, nous avons réfléchi au problème de différencier la spécialité de l'option facultative, parce qu'il nous semblait très important pour le terrain que des chefs d'établissement ne puissent pas dire on va mettre tout le monde dans le même cours, parce que c'est un programme très proche. Donc ça aussi, ça a été un de nos soucis majeurs. En tout cas, dans les textes, on essaie de faire en sorte d'apporter des éléments pour combattre cette tendance, cette forte tendance, parce qu'on avait bien conscience de ça. Je propose que la suite... Bon, je crois que nous avons de la visite. Non, je vous en prie, Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes sur quoi, Henri ? C'est quoi le Programme de spécialité de lycée. Ah oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon courage. J'étais en face, pas en dessous, il y a un atelier sur le patrimoine. Sur le patrimoine, un très bon vade-mecum que je vous recommande absolument. Vous connaissez ? Vous venez de me le remettre, Henri, tout à l'heure. Non, bon, je ne vous dérange pas plus longtemps, mais je voulais dire que je suis ravi que cette université de printemps s'organise en même temps que le festival. C'est formidable. C'est un très beau festival et on a passé beaucoup de temps tout à l'heure dans ce beau festival et je voulais absolument traverser et venir à l'École des Mines pour saluer les équipes de l'Éducation nationale. C'est beaucoup d'honneur. Merci pour tout ce que vous faites. Tous. Il y a une autre conférence là. Ah bon, il y a une autre conférence. Oui, après c'est fini. C'est le collège là-bas. C'est le collège. Bon, très bien. Allez, bon courage. Il y a des très très bons intervenants. Alors, je vous propose que la suite se passe à travers vos questions, vos réactions. Je faisais défiler les périodes et les foyers chronogéographiques pour que ceux qui ne les aient pas en tête voient comment nous avions procédé. Et je vais faire de même avec votre autorisation pour les thématiques de la classe de première spécialité, de sorte que vous voyez l'articulation entre les thématiques de spécialité et les foyers chronogéographiques de la classe de seconde. Et voici donc les 6 thématiques proposées pour la classe de première. Matières techniques et formes, l'artiste, les lieux de l'art, la réception, la valeur économique et la circulation et les échanges. De sorte, en fait, nous nous sommes posé la question de ce qui faisait, finalement, de ce qui constituait l'œuvre d'art aujourd'hui avec sa réception. Oh non. On est tous excusés.
Alors, maintenant, la parole est à vous. Donc, je vais passer avec mon micro. Et comme c'est moi qui vais passer avec le micro, du coup, ça va m'obliger à ne pas répondre et je vais laisser mes collègues vous répondre, ce qui sera beaucoup plus amusant comme ça. Et très soulageant pour tout le monde. Merci, Monsieur Doran, et à toute l'équipe pour le travail que vous avez accompli, qui est intéressant. Et moi, j'ai une question très bête et très matérielle à propos de ces entrées du programme de première. Elles sont au nombre de 6, et on a été nombreux à se dire qu'elles auraient été au nombre de 5, comme les foyers chronogéographiques. Ça serait mieux rentrer dans le temps scolaire qui est découpé en 5 périodes. Voilà, c'est très bête, très matériel, mais c'est vrai que faire rentrer les 6 thèmes dans les 5 grandes périodes qu'on a, qui sont rythmées par les vacances, voilà, tout bêtement. Alors, moi, je peux juste répondre tout bêtement. C'est vrai que ça aurait pu... Ma réponse va être très pragmatique aussi. En fait, comme il y a aussi le projet, ça fait 7 entrées. Donc, en fait, il faut subdiviser l'année en 7, mais je pense que ce n'est pas non plus un problème. Ça va un peu bousculer nos habitudes pour ceux qui ont l'habitude de travailler entre les périodes scolaires. Mais après, quand on calcule bien, ça fait une vingtaine d'heures maximum à peu près sur chaque entrée. Et vous remarquerez justement, une vingtaine d'heures, ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, ce sont des entrées qui sont volontairement thématisées, problématisées et qui invitent à s'arrêter à un certain moment. Donc ça peut être éventuellement un peu frustrant pour certains d'entre nous parce qu'on a l'habitude et on a envie de convoquer éventuellement une analyse peut-être plus approfondie ou sous un angle différent, mais il faudra s'astreindre justement à répondre exclusivement à cette problématique. Après, évidemment, il y a des choses qui se chevauchent, il y a des tuilages entre les 6 thématiques qui sont proposées. Après, je voudrais juste continuer, on part de l'œuvre. Donc il ne s'agit pas de faire un déroulé sur un courant ou de revenir de manière très chronologique, mais de rentrer dans l'œuvre, rentrer dans le corps de l'œuvre même, on pourrait dire. Et donc en fait, voilà, ça restera en tout cas en volume horaire, voilà. La question de la surcharge ou de programmes qui sont impossibles à terminer en partant des œuvres. Et comme un principe premier, en fait, ça évacuait l'idée de programme impossible à boucler. Parce que nous, en tant qu'enseignants, évidemment, on a ce questionnement. Voilà. Et cette inquiétude. Je ne peux pas m'empêcher d'en placer une. L'idée que pour ma part j'avais, et ça n'engage que moi, mais ça a été vraiment, pour le coup, une fois qu'on s'est fixé là-dessus, je crois pouvoir dire que le jeu a été plutôt de déterminer les thématiques, mais ça c'est venu finalement assez naturellement, mais c'est venu par l'idée d'entrer par l'œuvre. Et pour ma part, je ne l'ai pas dit à ce moment-là, mais quelque chose qui me semble vraiment un grand acquis de ça, c'est d'apprendre à l'élève qu'il n'y a pas d'analyse d'une œuvre qui ne soit partiale. Et que nous donnons souvent l'illusion que notre vision à nous professeurs est la bonne. Il y aurait une grammaire universelle que l'élève pourrait apprendre et il serait, face à n'importe quelle œuvre, il serait capable de donner une analyse objective. Même une description n'est pas objective. Il n'y a aucune forme de description d'une œuvre qui puisse prétendre à l'objectivité. Et là, au moins, les axes sont exprimés. Donc l'élève est obligé de faire des choix quand il présente une œuvre, quand il l'explique, quand il l'analyse. Il l'explique en fonction d'une grille qui est une grille technique, qui est une grille économique, qui est par la question de l'authorship, comme on dit aujourd'hui. Donc, c'est en bon français. Moi, ça me semblait vraiment quelque chose de très important parce que ça casse ce mythe qu'il y aurait une seule méthode d'approche de l'œuvre. En plus, c'est ludique. D'où le mot séparément qui est souligné entre virgules. Oui, il est absolument exclu, et je le répète parce que c'est une question qui est souvent posée, mais il suffit finalement de prendre un certain nombre d'œuvres, et puis on prend une œuvre et puis on la voit sous toutes ses... Non, c'est bien, on apprend à l'élève dans l'ordre qu'on veut, mais à avoir un type d'analyse d'œuvre, parce qu'on va rentrer par une œuvre, choisie en fonction de ça, et en la mettant en relief, en regard d'autres œuvres,
qui l'éclaireront parce que ce ne sont pas n'importe quelles œuvres. Et encore une fois, il n'y a pas que l'œuvre, mais il y a tout ce qui constitue, en quelque sorte, en termes benjaminiens, son aura. C'est-à-dire sa fortune critique, c'est-à-dire les antériorités. Seulement, les antériorités d'une œuvre ne sont pas les mêmes si on la considère sous un aspect formel, si on la considère sous un aspect technique, si on la considère sous un aspect économique. Relisez le début de l'œil de la Renaissance de Baxandal et le contrat de Giotto. Vous ne mettrez pas en regard les fresques d'Assise avec les mêmes œuvres si vous pensez à la valeur économique de l'art et si vous pensez à l'artiste et si vous pensez à la matière. Et pourtant, sur ces 3 points, c'est une œuvre. Donc à la limite, on pourrait effectivement prendre la même œuvre principale pour les 6 thématiques. Le programme ne l'interdit pas. Je plains les élèves. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, on la met en regard d'autres œuvres parce que les 6 thématiques sont bien étudiées séparément. Sinon, on retombe dans tout et dans tout et réciproquement. Pardon, je me suis arrogé la réponse. Merci. J'avais une question sur le projet. Est-ce qu'il fait office de synthèse des 5 approches ou 6 approches thématiques en fin de parcours? C'est l'idée? Non? Non, c'est pas l'idée. Pardon. Donc, comment on tisse l'ensemble des thématiques autour de... Alors, dans le cadre de la liberté pédagogique, mais aussi des opportunités qui se présenteront aux enseignants, en fonction bien évidemment des musées, des institutions qui se trouvent à proximité de leur établissement scolaire, et puis également peut-être des souhaits des élèves. C'est bien évidemment à l'équipe pédagogique constituée de plusieurs professeurs en histoire des arts de concevoir un projet d'enseignement qui prenne en compte, peut-être le plus souvent possible, en tous les cas, de temps en temps, une mise en dialogue entre, bien évidemment, ces thématiques et les œuvres qui seront approchées dans le cadre de la mise en projet des élèves. Alors, ce n'est pas une nécessité, mais on invite et on recommande vivement à l'enseignant de le faire pour diverses raisons. Déjà, pour permettre également à l'élève de comprendre que ce qu'il découvre dans le cadre du cours, en classe, au lycée, peut être tout à fait en phase et est en phase avec ce qu'il rencontre à l'occasion d'une visite au musée. Il y a des situations, le fait qu'on entre par l'œuvre, la notion d'œuvre dans le programme thématique, conditionne quand même d'une certaine manière. Le projet peut permettre précisément de sortir, c'est-à-dire que un projet qui s'appuierait sur un chantier archéologique, par exemple, voilà quelque chose que les élèves de première n'auraient pas l'occasion de voir, puisque là, il ne s'agit pas de lieu, mais il s'agit de rentrer à chaque fois par une œuvre. Donc c'est vrai que c'est contraignant. Et le projet peut être du coup l'occasion d'être dans un tout autre contexte que celui de l'œuvre. Oui, permettez-moi de vous poser une question. Vous insistez, me semble-t-il, sur la nécessité de contextualiser une œuvre, sur approfondir le temps et l'espace dans lequel une œuvre a été produite. Donc, parmi les enseignants, il y a quand même, entre guillemets, des spécialistes de la chose, ce sont les professeurs d'histoire et géographie. Et par ailleurs, je me rends compte que dans vos enquêtes de terrain, qui me semblent absolument nécessaires, vous ne nous avez pas contactés. Je représente la PHEG, l'Association des professeurs et de géographie. Alors, puis-je savoir les raisons de ce que je n'oserais pas appeler un ostracisme? Alors, si ostracisme il s'adresse à toutes les associations professionnelles de disciplines, des diverses disciplines qui interviennent. C'est-à-dire, si je compte bien, lettres, histoire, géographie, arts plastiques, éducation musicale, philosophie, physique, chimie, mathématiques, SVT dans certains endroits, et langue, bien sûr, langue, sans compter qu'en lettres, il y a en plus LCA. Non, je parle des disciplines et non pas d'autres enseignements artistiques, même si je sais que le cinéma audiovisuel aujourd'hui se considère comme une discipline. Donc ça fait 10 associations professionnelles à consulter, donc on n'avait simplement pas les moyens en termes de temps. Deuxièmement, en fait, tous nos collègues d'autres enseignements ont consulté l'association professionnelle qui concerne leur enseignement. Donc en cinéma,
l'association professionnelle concernée, puisqu'elle existe, je souhaite qu'un jour elle existe en histoire des arts, ce sont les ailes du désir. Mais les professeurs de cinéma peuvent être littéraires, historiens. On n'a pas consulté la PSG pour les programmes de cinéma audiovisuel non plus. Donc nous n'avions pas, l'histoire des arts n'est pas un conglomérat de disciplines. Des professeurs de différentes disciplines y contribuent. Et là, je prends la parole parce que c'est vraiment de mon autorité. Les professeurs d'histoire et géographie n'y ont pas une place prééminente. Voilà. Et je me permets de rappeler en outre, parce que dans ce que vous avez dit, excusez-moi madame, il y a une inexactitude. Tout professeur de quelque discipline qu'il soit, devrait être spécialiste du temps et de l'espace. Je ne connais pas une discipline qui ne suppose pas une culture de sa propre discipline. Et même si elle n'est pas enseignée de cette manière dans l'éducation nationale, je prends par exemple l'exemple des mathématiques, un bon professeur de mathématiques devrait avoir une connaissance de l'histoire de sa discipline. Et moi qui ai passé l'agrégation de musique, nous avions une épreuve d'histoire de la musique qui comprend une historicisation, et nous avions une épreuve d'histoire, on dirait aujourd'hui des arts, ça ne s'appelait pas comme ça, qui comprenait de l'histoire littéraire et de l'histoire de l'art. Et je n'ai pas eu l'impression à aucun moment qu'il eût fallu qu'un historien intervienne pour nous expliquer comment il fallait faire. Il y a, comme l'a très bien, je vais citer un historien qui a failli être en plus mon directeur de thèse, Alain Corbin, quand il est intervenu ici même, a très justement expliqué que l'urgence était de former les élèves aux différentes chronologies. Or, ce que je constate, moi, dans la tendance des professeurs d'histoire, parce que le programme les y incite, c'est de n'avoir qu'une chronologie. Donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est justement d'inciter à manipuler les repères temporels, de sorte, et en plus la notion de géographie culturelle qui est très importante, de sorte d'arriver à faire que les élèves acquièrent les repères en jouant avec eux et en les déplaçant. Je voulais peut-être ajouter en tant que professeur d'histoire-géographie et d'histoire des arts que nous n'avions pas du tout une place, nous n'étions pas mis sur un strapontin ou derrière, où il n'y avait pas de hiérarchie implicite ou explicite. Et je n'ai pas l'habitude de me mettre en retrait et je remercie vraiment mes collègues pour l'écoute et qu'ils ont eu, les questions qu'ils m'ont posées sur la spécificité des programmes d'histoire-géographie en collège. C'est vrai que plusieurs points m'ont été demandés, j'ai fait des synthèses, aussi les programmes existants au lycée en histoire et en géographie, et en éducation civique aussi, puisque l'histoire des arts a tout à fait un contenu citoyen. Donc je vous rassure, j'étais présente et je le serai encore. Non, ce qui est important de comprendre, c'est que dans une équipe, si on commence à compartimenter les spécialités, on s'en sort plus. C'est-à-dire à ce moment-là, le professeur d'art plastique n'a plus le droit de parler de chronologie, le professeur d'histoire et géographie n'a plus le droit de parler de formes artistiques, le professeur d'éducation musicale, alors n'en parlons même pas, c'est Coucouche Panier, tu parles du son, mais dès qu'on entre dans le visuel, c'est plus pour toi. Donc c'est vrai, et quant au professeur de lettres, maintenant qu'il faut bien le dire, puisqu'on a évacué cette question jusqu'à présent, l'histoire littéraire est le seul des champs qui soit un peu marginalisé dans les nouveaux programmes d'histoire des arts, parce que la dimension d'histoire culturelle est beaucoup plus présente dans les programmes de lettres et que nous voulions qu'il y ait justement des ponts entre les enseignements. À ce moment-là, alors est-ce qu'il faudrait que nous interdisions aux professeurs de lettres d'intervenir en histoire des arts? Heureusement pour les élèves de Sophie Guillain, ça n'est pas le cas du tout. Donc on a vraiment essayé de travailler, non pas du tout avec l'idée d'ostraciser qui que ce soit, mais au contraire dans l'idée de faire le plus de ponts possible et de donner le plus de place possible également à l'histoire, mais pas dans une dimension contextuelle, dans la manière dont elle interagit avec l'œuvre d'art. Alors je vais commencer par énoncer un regret qui est en fait un compliment, c'est que je regrette sincèrement que vous ne vous ayez pas confié aussi l'écriture des programmes d'histoire-géographie. Ça nous aurait, en tant que professeur d'histoire, fait beaucoup de bien, et on se serait évité, en tout cas on aurait... Oh, ça vient de moi, voilà, j'assumerai mes propos.
parce que ça fait partie des choses, effectivement, qui sont agréables, on va dire, dans la lecture de ce programme, qui est, comme le mot a été prononcé, il est bien à entendre, ce mot liberté pédagogique, et de fait, l'entrée par l'œuvre, voilà, la permet absolument. Et de ce point de vue-là, il y a une sorte de fidélité à l'ADN de l'histoire des arts, telle qu'elle existe depuis maintenant plus de 20 ans, qui montre que quand même, il y a une sorte de continuité qui, effectivement, peut à l'occasion encore me choquer, mais qui me semble extrêmement précieuse. Comme il faut bien faire des critiques, parce que sinon c'est moins drôle. Je vais revenir sur la remarque qui a été faite tout à l'heure sur les 6 thématiques de première. Plus largement, en fait, on a de très beaux textes, mais on a un contexte aussi. Et on a quelques petits soucis en fait, de contexte pour mettre en musique ces textes. En l'occurrence, on a 6 thématiques, mais on a une année scolaire qui ne va pas exactement se dérouler, même pas sur 5 en fait, séquences, mais plutôt sur 4. Et donc, avec une épreuve qui va arriver assez tôt, pour ceux qui souhaiteraient, on espère comme tous ici, je pense, le moins possible. Et on espère que ces programmes convaincront les élèves de continuer en terminale. Mais on sait aussi que les élèves sont soumis à d'autres pressions extérieures et à d'autres stratégies parentales, du supérieur, enfin voilà, plein de choses. Et donc la réalité même de ces programmes, et notamment la réalité de l'épreuve qui a été proposée, puisqu'on n'en a pas parlé vraiment jusqu'à présent, on est passé très vite, il me semble, elle a une vertu. On a été entendu, je dis au nom du collectif Paragon pour le renommer, sur le fait qu'effectivement le dossier était devenu une sorte de poids terrible dans nos enseignements, puisque l'on y passait des semaines, des heures, des mois à essayer de lire et écrire, alors que c'est un oral et on les a plus travailler l'écrit. Or là, le fait de remettre l'oral est extrêmement pour moi important, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Simplement, le déroulé de l'oral me semble extrêmement complexe en fait, par le fait qu'il y a 3 temps en fait dans l'oral qui est prévu, où il faut venir à la fois, il faut préparer la restitution du projet, donc présenter le projet, sa place à soi dans le projet, puis après on revient sur les œuvres qu'on aura choisies. Si j'ai bien vu tout à l'heure, je n'avais pas vu ce petit détail, il faut mettre que 4 œuvres, c'est ça, sur les 6, vous me confirmez, de 4 thèmes. Ce qui veut dire qu'évidemment, j'imagine, on n'aura pu faire que 4 thèmes du coup pour l'oral, je vois un peu la stratégie. Et après, il y a l'entretien qui va durer 15 minutes. Tout ça fait que, alors qu'on n'a que 4 heures, malgré tout, et non plus 5 en spécialité. Évidemment, là, on se dit qu'on aurait peut-être pu faire plus simple. En tout cas, c'est le réflexe premier. Donc voilà, c'est une petite remarque parce qu'il s'agit de pinailler. Après, voilà, je voudrais qu'on fasse entendre juste cette... si ce n'est ce cri d'alerte, quand même que les recrutements, on est en plein dedans, ne sont pas simples. On a des lycées où l'enseignement n'est pas ouvert en seconde, et donc la possibilité d'avoir un vivier pour la première et pour les recruter en spécialité est compliquée. Les groupes de première de spécialité ne sont pas forcément très fournis parce qu'il y a une réelle concurrence entre les disciplines, selon les écosystèmes des établissements, selon les équipes, selon les traditions. Voilà, et c'est donc la puissance du local. Et donc, on discute de programmes dont on se réjouit, et on trouve ça très bien que les programmes changent régulièrement. Mais sincèrement, dans un contexte et dans une mise en œuvre qui ne peut pour nous que susciter réellement une très forte inquiétude sur la pérennité même de l'enseignement d'histoire des arts à venir, en tout cas au lycée. Je sais bien que ce n'est pas le sujet de la discussion et que vous n'avez absolument pas les moyens de faire, en tout cas, au moins peut-être une chose, c'est qu'on souhaiterait que la reconnaissance de l'option facultative, par exemple, de l'investissement des élèves en option facultative, en plus de leur enseignement, ne soit pas réduit au seul contrôle continu quand le latin et le grec, par je ne sais quel prestige du latin et du grec, qui seraient les seuls à pouvoir ne pas être faits hors du cadre scolaire. À ma connaissance,
Il n'y a pas de conservatoire d'histoire des arts ouvert, et même si cet argument me semble extrêmement limite, énoncé par le ministre de l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale, voilà, il me semble que là, il y a quand même des choses qui sont un peu inquiétantes et qui ne vont pas en faveur du soutien à l'histoire des arts. Et donc, on aimerait bien en tout cas que vous ayez à cœur, on a confiance en vous, pour que ce soit défendu en haut lieu. Vous voulez dire que vous avez confiance en nous tous, en fait. Voilà. C'était bien collectif. Non, je voulais m'assurer que c'était bien ça. Écoutez, vous avez, ce qui est merveilleux, Vincent Casanova, mais je reconnais là cet esprit acéré que je connais bien, c'est que vous avez fait la question et la réponse, donc je n'ai même plus moi-même à répondre à vos objections. Je voulais juste rappeler lorsqu'on est membre d'un groupe d'experts, on n'abandonne pas sa peau, entre guillemets, de professeur, et que toutes ces inquiétudes que vous venez d'énumérer, puisqu'il y en a beaucoup, elles étaient présentes. Et ces inquiétudes, on en a discuté, on en a parlé, et vraiment, elles nous ont occupés. Alors, on a proposé des éléments de réponse. On en a parlé déjà, vraiment différencier le programme de spécialité et le programme de facultatif en première, dans ses enjeux, dans son approche, sa méthodologie. Ça a été vraiment un souci et un élément de réflexion. Et à nouveau, pour rendre ces enseignements attractifs, parce que la question de l'attractivité, elle était vraiment présente à tous nos esprits. C'est l'idée du projet, l'idée aussi de partir des œuvres, l'idée aussi de rendre les élèves autonomes et critiques par une place plus importante accordée à l'oral. Alors c'est vrai, l'enseignement en France laisse peu de place à l'oral. Et nous, on est très fiers que l'histoire des arts va désormais laisser une place très importante à l'oral. Voilà. Alors, j'entends aussi, puis je donne le micro à Solène, j'entends aussi l'inquiétude concernant cette épreuve de fin d'année de première. Il n'empêche qu'elle évoque aussi celle de troisième. Donc en fait, il y a quand même des acquis sur lesquels on va pouvoir théoriquement s'appuyer et qu'on va pouvoir réactiver aussi. Après, j'entends bien qu'elle est très fractionnée, c'est le cas de toutes les épreuves artistiques d'une manière générale, et peut-être que, peut-être que comme elle est très compliquée, ça va donner envie à nos élèves de continuer en terminale pour pouvoir passer une épreuve plus sereine. Deux éléments. Pour les projets, pour les épreuves, c'est comme pour les programmes. L'homme propose, le ministre dispose. L'inspecteur général propose, le ministre dispose. Donc, il est parfaitement de la liberté du ministre de ne pas promulguer le programme de l'épreuve tel qu'il lui a été proposé. Deuxièmement, et nous sommes là pour ça. Deuxièmement, nous ne sommes pas le seul enseignement artistique. Néanmoins, l'honnêteté m'oblige à dire qu'initialement, elle était à certains égards plus complexe. Et en particulier, le nombre de thématiques admissibles à l'épreuve a baissé. Parce que nous avons réfléchi collectivement sur le fait, et également, je dois dire qu'au moment où le groupe de travail se réunissait, nous n'avions pas encore les documents de cadrage pour les épreuves de première. Donc on n'a pas pu travailler pour les groupes de cadrage sur les épreuves de première comme on a pu le faire sur les épreuves de terminale. De toute façon, sur les épreuves de terminale, c'était simple, la demande générale était que ça ne bouge pas, donc ça bouge à minima. Sauf sur la question du dossier, où vous serez satisfait une fois de plus. Sur la question des épreuves de première, les IPR se sont exprimés. Sandra était témoin du fait que j'ai vraiment écouté tout ce qui a été dit et que j'en ai tenu compte. Et en particulier, dans ma proposition, j'ai baissé des 6 thématiques parce que je suis très inquiet, pour ma part, étant donné l'expérience que j'ai des programmes de 2010, que le programme ne soit pas du tout mis en œuvre. C'est-à-dire que ces thématiques ne soient pas du tout étudiées. Et c'est malheureusement ce qui se profile dans un certain nombre de lycées.
Donc là, pour le coup, l'épreuve l'oblige, parce que l'élève passera sur les thématiques. Donc si les professeurs veulent envoyer les élèves au casse-pipe, libre à eux, mais les élèves seront bien interrogés sur les thématiques. Après, il faut être réaliste. Dans certains lycées, ça va se passer en avril. Et donc en avril, les professeurs n'auront pas pu voir toutes les thématiques avec leurs élèves. Donc je trouve que l'objection qui m'a été faite par certains IPR était tout à fait juste. Il fallait limiter le nombre de thématiques admissibles à l'épreuve pour que les élèves ne soient pas mis en difficulté. Cela dit, pour les lycées où ça se passerait plus tard, ou pour les professeurs, par exemple, qui, comme ça a été suggéré, feraient passer le projet en fin d'année et auraient eu plus de temps pour faire la thématique avant, le 4 est un minimum, mais ça n'est pas un maximum. On peut également, l'élève peut présenter 6 thématiques. Il ne présente pas d'ailleurs les thématiques, il présente des œuvres et il choisit une œuvre à présenter. Donc il n'y a pas la liberté pédagogique de l'enseignant seulement, il y a aussi un certain nombre d'initiatives laissées à l'élève qui peut choisir de présenter une œuvre ou une autre, et même choisir d'inclure sur la liste d'œuvres qu'il met une partie seulement des œuvres qu'il aura vues pendant l'année. Donc il n'est pas... la formulation de l'épreuve ne met pas l'élève en difficulté. Il y a une complexité d'abord, mais il y a beaucoup d'initiatives laissées à l'élève. Le dernier point sur lequel je voudrais réagir là-dessus, c'est que si on veut changer quelque chose dans le système, et là, il y a beaucoup de changements dans la réforme, là, je ne parle plus de l'histoire des arts, le changement majeur, c'est qu'il n'y a plus de filières. Et même si elles sont reconstituées concrètement dans un premier temps dans l'organisation des établissements, un changement pareil ne va pas s'incarner en un an. Il va pas prendre forme tout de suite partout comme ça. Donc dans un premier temps, effectivement, il y aura des incompatibilités d'emploi du temps, des pressions sur les parents, des pressions des parents, et toutes les spécialités, y compris par exemple scientifiques, n'auront pas le réflexe d'aller vers les spécialités artistiques comme couplage. Mais c'est une étape nécessaire. Et si aucun ministre ne l'avait jamais faite, eh bien, il n'y aurait aucun espoir que nous sortions de ce qui plombe notre enseignement maintenant de manière très visible dans les enquêtes internationales. Et on ne peut plus tout à fait prétendre que c'est uniquement parce que les critères qui sont appliqués nous sont défavorables, que parce que c'est assez mal fait et c'est pas lisible, que parce que de toute façon tout le monde en veut à la France, ce qui est peut-être vrai aussi, mais enfin, ça ne suffit pas tout à fait à expliquer notre baisse constante et la manière dont nos élites sont absolument reproduites. Nous avons quand même le taux mondial le plus inquiétant de reproduction des élites. Année après année, après année, après année, ça se justifie. Le taux le plus important d'échecs en premier cycle du supérieur, année après année, après année, après année, on s'enfonce. À un moment donné, il fallait faire quelque chose. Je trouve que c'est très courageux de l'avoir fait, mais ça va avec un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les éléments de la réforme ne sont pas dissociables les uns des autres. Et de ce fait, il y a une place de l'évaluation terminale dans la réforme qui change profondément. Et probablement, dans un premier temps, on pense bien que ça va faire du dégât. Ce n'est pas possible d'envisager autrement. Mais après, on peut espérer, pour ma part, j'espère, que nous arriverons à un enseignement qui travaille non pas pour avoir une bonne note au baccalauréat, mais pour préparer des élèves à une vie professionnelle heureuse, réussie, épanouie, et pas vers des catégories où l'élève s'enferme. Si tu ne fais pas S, tu n'as aucun avenir. Si tu fais S, tu as toutes les chances de ton côté. Ce qui est également un mensonge. Mais c'est un mensonge qui, pour l'instant, est perpétué par notre enseignement. Donc, il fallait en passer par ce stade et par une importance plus grande laissée au contrôle continu pour libérer les carcans qui, aujourd'hui, encombrent l'école. Est-ce que ça va réussir? Je ne sais pas. En tout cas, pas tout de suite. Ça, c'est certain. Mais c'était le seul moyen pour espérer qu'à un moment, ça réussisse. Sinon, au moins, on était sûr d'une chose, c'est que dans 10 ans d'ici, on a le record mondial de l'élitisme et ça, on n'en serait pas fier déjà qu'on est au bord. Pardon, madame, je retardais beaucoup votre question. Je vous en prie. Moi, d'abord, avant des questions, j'avais des remarques sur le fait qu'effectivement, d'avoir choisi tant ces foyers chronothématiques que les thématiques d'études, et surtout d'insister sur le fait de construire des repères culturels forts pour les élèves, c'était quelque chose de bien. Parce qu'on voit bien que beaucoup de nos élèves qui reviennent vers nous dans le supérieur après avoir fait l'histoire des arts, nous disent combien ils ont acquis une culture générale dont ils ont eu conscience, en fait, pas vraiment au lycée, mais après, dans leurs études supérieures. Et donc le fait d'être obligé de se mettre autour d'une table entre équipes pour pouvoir décider d'œuvres, de foyers sur lesquels on va travailler ensemble et de faire en sorte que ça soit bien un enseignement qui est co-enseigné, mais un enseignement sur une cohérence
autour d'œuvres, ça je trouve que ça nous donne une particularité qui est essentielle parmi l'ensemble des autres enseignements et qui est une vraie force sur lesquelles s'appuyer et aussi faire notre promotion, parce qu'il faut avoir conscience qu'on va sans doute faire les frais très rapidement de cette réforme, tant dans l'aspect que dans l'option facultative. Et donc il faut qu'on soit fier de ce qu'on fait et aussi conscient de notre particularité, de notre plus-value extrêmement importante. Et c'est la raison pour laquelle, après, moi, j'avais 2 questions. La première sur les épreuves de terminale pour la spécialité, où justement l'enjeu, ça va être de faire en sorte de garder ses élèves en spécialité, en particulier face à des questions très pragmatiques, ce qui sont celles de Parcoursup et d'universités qui ont, pour certaines filières, déjà annoncé les spécialités qu'elles aimeraient bien revoir. Donc faire en sorte que les élèves gardent Histoire des Arts, c'est aussi faire en sorte d'avoir une épreuve finale qui ne soit pas trop différente dans sa lourdeur ou ses modalités des autres épreuves de spécialité, parce que si on se démarque trop, les élèves iront à l'économie, et c'est normal, c'est des lycéens dans des périodes un peu de stress, etc. Donc on risque de les perdre. Donc ça, c'était la première remarque. Et la deuxième deuxième question, c'était de revenir sur ces objets d'études en première facultative qui, nous mettent un peu en difficulté pour une raison toute simple, c'est que la plupart des établissements là sont déjà dans les conseils d'administration qui vont valider les projets à venir, et que le fait de ne pas les avoir nous handicape énormément. Du coup, même s'ils doivent sortir bientôt, est-ce que vous avez l'autorisation de fuiter? Mais vous avez donné un seul thème. Il n'y en a qu'un. Et donc, du coup... Un en terminale. Alors, c'est ça que je n'avais pas compris. Mais du coup, ça veut dire, concrètement, ça veut dire qu'on fait tout le programme de première sur art et émancipation depuis 1960, alors qu'on est censé construire des repères culturels universels. Donc on se met sur une toute petite chronologie comme ça, ou bien à côté aussi, on a la possibilité de mener des projets, parce qu'en facultative, il y a souvent des projets. On a la possibilité de mener des projets qui nous permettraient d'ouvrir un peu le champ chronologique, thématique, les foyers, etc. Le choix qui a été fait par le groupe est de tenir compte de la réalité de l'enseignement optionnel, qui est que selon les lycées, on va de 1 à 3 heures, et même parfois 1 heure mélangée première terminale. Donc on s'est dit que c'était très compliqué d'édicter un programme du type de celui qu'il y a en spécialité, voire de celui qui existe aujourd'hui en option, parce qu'il serait simplement pas possible de le suivre dans certains établissements. Donc le choix a été de procéder par question limitative, sachant que de toute façon, les 2 questions limitatives aujourd'hui, pour certains lycées en terminale, c'est plus possible concrètement. Et donc on a tenu compte de cette triste réalité qui nous est revenue aussi de la consultation des académies et de la consultation des IPR, parce que seuls les inspecteurs sont à même d'avoir un regard sur l'ensemble des lycées. Et ce qui me remonte quand même, nationalement, c'est la perte d'horaire grandissante et énorme en option facultative. Donc là, si vous voulez, il y a un moment où il faut aussi être pragmatique. Alors moi, je veux bien qu'on donne des repères sur toute la chronologie à 1 heure par semaine mélangée avec les terminales. Je ne suis pas sûr que ces repères-là soient vraiment profondément gravés dans l'esprit des élèves. C'est-à-dire que quand j'avais des étudiants, j'appelais toujours ça la stratégie du PQ, c'est-à-dire le déroulé chronologique. On déroule, et puis à la fin, vous savez, il y avait cette vieille pub Lotus, c'est de mon âge, où on voyait le bébé qui faisait des nœuds avec le papier toilette dans l'appartement. Dans l'esprit des élèves, c'est exactement ce que ça fait. Alors, nous avons eu cette discussion avec Luciana qui maintient, et elle a raison, qu'en Italie, ça donne des repères aux élèves. Mais c'est peut-être, Luciana, je l'admets tout à fait, le fait qu'en Italie, il y a une très grande antériorité de cet enseignement que nous n'avons pas en France. Et deuxièmement, si je ne m'abuse, que tout l'enseignement en Italie, ou majoritairement, en tout cas les disciplines humanistes, sont enseignés chronologiquement, non? Oui, de toute manière, ça va changer. C'était un enseignement obligatoire à l'histoire de l'art au lycée littéraire, mais ça ne le sera plus d'ici quelques temps. Oui. Donc je crois qu'on finalement va adopter le système français. Apparemment ça va se passer. Après, dans les littéraires, je crois que tous les lycées vont le garder, mais ce sera un choix. Donc, ouais. Les temps difficiles vont...
Non, voilà. Alors, après, il y a une progression, c'est-à-dire que la question limitative, c'est le Conseil supérieur. Là encore, hein, souvenez-vous que nous proposons quelque chose et qu'après, ça peut être transformé. Nous avons proposé le terme de programme limitatif. Le Conseil supérieur des programmes a pensé qu'il pouvait y avoir des années où nous souhaiterions avoir plusieurs questions limitatives. Ils ont donc proposé d'appeler ça objet d'étude et le ministère a entériné. Je n'ai pas à m'exprimer là-dessus, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, il n'est pas question d'avoir une floraison d'objets d'études en première, parce qu'encore une fois, il y a cette situation. Nous avons une époque transitoire où, en terminale, il y en a encore 2 pour 1 an. Donc, du coup, à réémancipation, c'est vrai, c'est un peu troublant. On se retrouve de 1939 à nos jours en terminale et de 60 à nos jours en première. La date de 60, 39, on était contenu par l'intitulé des thématiques telles qu'elles existent aujourd'hui, qui sont de toute façon de 39 à nos jours. Donc ça va être balayé. La différence qui reste, c'est que l'objet d'étude, on va l'appeler comme ça, en première, est ce que j'appelle borné. Il y a des limites. Ces limites sont différentes d'un objet à l'autre. Elles peuvent être chronologiques, là en l'occurrence c'est le cas pour arrêt émancipation, mais dans un autre contexte, il pourrait y avoir un sujet transversal chronologiquement, mais limité à une aire géographique donnée. Ça peut être aussi un mouvement, il pourrait y avoir un jour, pour reprendre l'exemple de Sandra, l'impressionnisme en première. En terminale, c'est un grand thème transversal, sans limitation de durée. Donc si vous voulez l'organiser, l'enseignement chronologiquement, vous serez très libre de le faire en terminale, comme c'est le cas aujourd'hui pour patrimoine, représentation et mémoire du travail, qui va rester encore 2 ans. Donc là, de ce point de vue-là, arrêt émancipation de 60 à nos jours, l'intérêt, si vous voulez, on a souhaité un peu renverser le paradigme qui est beaucoup appliqué actuellement, du général au particulier. On commence par donner aux élèves un cours magistral où on balaie, et puis après on va rentrer dans les œuvres qui n'apparaissent plus que comme des illustrations du propos du professeur. On a pensé qu'il était plus intéressant, d'une manière générale, d'élargir progressivement. Donc de même que, vous l'avez compris pour les thématiques de terminale, et là en fait, on commence par étudier en première quelque chose de calibré, et en terminale on ouvre. Il y a des élèves qui seront peut-être effrayés par cette ouverture, voilà. Mais c'est pas mal de rentrer peut-être en première par quelque chose de donné. Après, arrêt émancipation de 60 à nos jours, c'est déjà énorme hein, comme programme. On part de l'époque des décolonisations, il y a de quoi faire en art contemporain. J'insiste, Monsieur Doran, justement parce que le calendrier, en fait, fait que pour nous, parfois, il a fallu que déjà on anticipe sur des programmes qu'on ne connaissait pas, et en particulier, et surtout avec des partenariats locaux qui sont venus nous relancer aussi, hein, tout simplement. Donc, pour les établissements où on aurait la chance de ne pas être limité, par exemple, à cette heure-là, mais où on aurait une heure plus par exemple les 3 heures ou les 2 heures, est-ce qu'on peut entendre d'avoir cet objet limitatif, mais de pouvoir continuer à travailler par projet avec un partenaire local sur une thématique, du coup, qui est moins bornée sur les objets d'études? Moi, je n'ai pas vraiment à répondre. Je dirais qu'il y a différentes manières de travailler avec un partenaire et qu'on peut travailler aussi, comme on fait dans le projet de classe en spécialité et en option en seconde, d'une manière qui soit plus méthodologique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le but du projet, tel que les collègues l'ont exprimé, ça n'est pas d'acquérir des connaissances. Évidemment qu'il y a des connaissances qui vont être acquises, mais c'est plutôt de mettre les élèves en pratique, c'est-à-dire de leur faire comprendre qu'il y a une pratique de l'histoire de l'art ou de l'histoire des arts. C'est pas seulement, on n'est pas dans son fauteuil à écouter une émission de radio. C'est en prenant des notes, parce qu'après il va y avoir un contrôle et que le but c'est d'avoir une bonne note. Et puis après on efface tout et on recommence. Donc il faut sortir de là aussi. Donc le but du projet, quel que soit l'objet, ça peut être une représentation de pièce de théâtre qui n'a rien à voir avec arrêt émancipation de 60 à nos jours. Encore que, je vous rappelle que dans le cas d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle, la mise en scène, elle est bien de 60 à nos jours. Hein. Elle se passe en 2019-2020, c'est bon, c'est bien de nos jours. Et je serais étonné, étant donné les mises en scène qui sont aujourd'hui, qu'il n'y a absolument aucun rapport avec la question de l'émancipation. Ça, pardon, mais vous ne me le ferez pas croire, vous allez la retrouver très souvent, hein, quand même, la question d'arrêt-émancipation. Donc, je crois, et puis sinon, si ça n'a aucun rapport, ben, c'est pas grave, parce qu'il y a quand même des manières de mettre l'élève en action qui vont créer des compétences chez lui. Il faut rappeler que les choses sont ordonnées. La question limitative ou l'objet d'étude
n'est qu'un moyen pour l'acquisition de compétences plus générales qui sont celles qui sont rappelées en tête de chaque programme. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire fi de la transmission de savoir. Au contraire, et c'est pour ça que l'objet d'étude est là. Mais vous avez toute liberté pour mettre l'élève en pratique, pour arriver à construire chez lui ces compétences qui lui serviront pour le supérieur. Alors la seule chose que je ne voudrais pas, pour ma part, c'est qu'on se dise, bon, finalement, je vais faire ce que je ne sais plus qui disait là, un déroulé chronologique de l'Antiquité à nos jours, et puis du coup je vais bien parler d'arrêt-émancipation à l'occasion de ça, puisque je vais en passer par les années 60, donc je vais effleurer pendant un cours la question, et puis l'essentiel c'est pas ça. Donc ça, ce serait pour le coup trahir le texte, et nous sommes quand même tous fonctionnaires, donc nous sommes là pour mettre en œuvre le programme. Mais il n'y a pas d'interdit pour mettre en œuvre un projet qui soit plus orienté compétences que orienté connaissances. En revanche, l'acquisition de connaissances est bien centrée autour de cette question. Et puis vous allez voir la liste d'œuvres. Je ne vous dis que ça. Vous sembliez inquiet de ne pas pouvoir, donc, dans le cadre de l'enseignement de première optionnelle, pas pouvoir mettre en place de partenariat, ou en tout cas de répondre aux propositions qui seraient faites par un partenaire, hein, c'est bien ça? Oui. Oui, parce que ne l'oublions pas, donc cet objet d'étude-là ne vous sera proposé qu'un temps, d'une part. D'autre part, pour ce qui est de la mise en activité des élèves, relisons peut-être le paragraphe qui nous présente les situations d'enseignement. Il est bien précisé que dans le cadre de la mise en application de ces objets d'étude, on vous encourage vivement à permettre à vos élèves d'être en contact direct avec les œuvres, d'organiser également au moins la visite d'un bâtiment, et puis d'autre part, d'assister à un ou l'autre spectacle en lien avec la question limitative, bien évidemment. Dans ce cadre-là, toute activité favorisant la prise d'initiative des élèves, donc la mise en activité de façon plus globale, est vivement souhaitée. Alors, ce n'est pas moi qui irai contre le... Donc, je vous signale cette excellente publication qui ne tardera pas à être mise en ligne, qui s'adresse aux professeurs des écoles, mais je crois vraiment que jusqu'au lycée, on va pouvoir en tirer profit, connaître le patrimoine de proximité. Il y a quelque chose qui est dit là-dedans qui me semble capital, c'est qu'on passe devant un patrimoine qu'on ne voit pas. Et donc, dans ce que vous avez dit, si je peux me permettre de répondre un peu à la Casanova, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que dans votre propos, on avait l'impression que vous répondiez aux sollicitations, mais que c'était les sollicitations des partenaires qui conditionnaient votre enseignement. Je me doute bien que ça n'est pas le cas, je vous rassure, mais c'était pour montrer que moi aussi j'étais capable de mauvais esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que l'intérêt d'une question limitative, c'est précisément qu'elle amène à ouvrir les yeux sur un patrimoine qui est bien à proximité, qui existe, mais avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler, qui n'est pas valorisé par une association, une structure, des professeurs relais, etc. Et c'est vrai que ça met le professeur dans une situation plus d'organisateur, d'orchestrateur d'une stratégie éducative en fonction du programme, mais comme l'a très bien rappelé Sandra Goldstein, pas seulement collé au programme. Et du coup, ça vous laisse au contraire une liberté et une responsabilité, une initiative qui fait de vous les patrons, d'une certaine manière. Donc, à vous d'aller solliciter les partenaires. Sur le calendrier, c'est la première année qu'il y a une question limitative en première. Après, ça va prendre... voilà, il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas devancer la musique. Il y avait une question... On est d'accord. Écoutez, je crois qu'on arrive à terme. Est-ce qu'il y a encore une réaction, une question ? Je vais terminer alors. Un petit témoignage peut-être justement sur la mise en œuvre qu'évoquait M. de Rohan de la suppression des filières. Dans mon lycée qui est très près d'ici, on a vraiment joué le jeu de la réforme, et en particulier on a veillé à éviter tout menu contraignant. Donc on a vraiment laissé les élèves choisir leurs enseignements de spécialité une par une, et ça nous porte plutôt chance puisqu'on avait du mal à recruter une vingtaine d'élèves en première
L uniquement. Et là, sur l'ensemble de nos 350 élèves, on a un bon groupe de plus d'une trentaine d'élèves qui prennent l'histoire des arts. Donc, en spécialité première. Donc, je pense que pour ça, ça va être bien. En revanche, mais on n'avait pas de menu, tout à fait. On n'avait pas de menu. Le choix était entièrement ouvert, enseignement de spé par enseignement de spé. Effectivement, dès qu'il y a des menus, ça contraint les élèves. Et en revanche, pour ce qui concerne les enseignements optionnels, là, je partage largement les inquiétudes de mes amis de Paragone concernant en particulier le problème de la prise en compte au bac dans le contrôle continu. On a fait des calculs là, et dans l'actuel programme, on constate que l'histoire des arts en option fac permet d'avoir 5% de points en plus. Là, on tombe à 1%, et pour les élèves, le calcul va être très vite fait, et c'est très gênant. J'évoque peut-être le fait qu'on a adressé un courrier en ce sens. On va très prochainement, au nom de Paragone, adresser un courrier en ce sens à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, et on vous mettra bien sûr en copie, et on sait que vous nous aiderez. Le calcul, il a été fait par les chefs d'établissement aussi. Notre chef d'établissement nous impose de grouper les élèves de facultatif et d'obligatoire. On lui a expliqué que les programmes seraient différents, mais il ne veut pas l'entendre. Voilà. Moi, le ministre a demandé que pendant les 2 ans qui viennent, il y ait un moratoire sur les fermetures. Donc les effectifs ne seront pas un motif pour fermer des options, des spécialités. Le ministre l'a demandé. Voilà, il l'a ordonné au recteur. Attendez, une minute. Il ne s'agit pas des ouvertures l'année prochaine. Mais une fois que c'est ouvert, le ministre a demandé au recteur de ne pas fermer, au prétexte, le temps que ça se mette en place. Voilà ce qu'il leur a demandé. Après, je veux dire, c'est pas ce que je vous dis n'est pas confidentiel, secret. Le ministre s'est exprimé à plusieurs reprises dans les médias sur cette question, donc il a été extrêmement clair. Après, c'est vrai que les chefs d'établissement ont leur propre stratégie et leur autonomie est de plus en plus grande, et c'est le souhait également, c'est la politique du ministre. Donc, nous ne pouvons pas intervenir sur des questions comme ça. Mais si on traverse la période de turbulence, l'idée, je ne dis pas qu'on la traversera, hein, d'accord, vous pouvez penser que tout va s'arrêter, et peut-être que tout va s'arrêter. Mais d'abord, on ne peut pas faire survivre quelque chose uniquement parce que nous pensons que c'est très bien. Ce n'est pas que je sois pour un darwinisme de la chose, mais d'un autre côté, il ne faut pas, si à un moment donné, ça ne correspond plus à la demande de la communauté éducative dans l'ensemble, c'est-à-dire pas seulement des professeurs qui enseignent telle ou telle discipline qui est la leur, mais également des parents, des élèves, etc. Je suis désolé de le dire, mais nous ne pouvons pas, comme ça, maintenir des choses qui ne correspondraient plus. Donc il est possible, je suis très conscient de la menace qui pèse sur les options, et je dirais presque surtout en cas de succès de la spécialité, paradoxalement. Voilà, ça c'est le rançon de la gloire. C'est possible, c'est très possible, et je ne peux pas vous dire que ça n'arrivera pas. Mais si on traverse ça, le bien qui s'en tirera, c'est que les élèves renverseront le paradigme et arrêteront de penser qu'ils font beaucoup d'honneur à une option de s'inscrire, et ils le font uniquement parce que ça leur rapporte, donnant, mais ils penseront peut-être aussi qu'ils ont la chance incroyable d'avoir gratuitement une préparation à des compétences du supérieur. C'est ça qui compte, encore une fois. L'obnubilation, le totémisme du baccalauréat est une catastrophe. De toute façon, le baccalauréat, tout le monde l'a. Donc, à moins de vraiment de le vouloir aujourd'hui. Donc, il y a des élèves qui le veulent, ne pas l'avoir, qui ne viennent pas au cours. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, le profil des élèves qui n'a pas le baccalauréat est un profil de plus en plus restreint, et un profil qui, de toute façon, se situe en marge du système scolaire, ou pour des raisons diverses que le système scolaire a marginalisé. Alors c'est la faute en partie du système, nous devons aussi travailler bien sûr sur ces élèves-là, mais le baccalauréat est devenu, je dirais, un diplôme, pour le coup, le premier diplôme de l'enseignement supérieur, oui, c'est ça, avec un taux de réussite extraordinaire que le monde entier nous envie. Donc la question de points au baccalauréat me semble une question, mais lunaire. Est-ce que vraiment, on est à 3 points en option pour avoir le bac? Allons.
ça n'est plus la question. Donc il faudrait que tout le monde arrive à intégrer ça et du coup se dise qu'on travaille pour la suite, pour se donner des atouts pour la suite, parce que le vrai problème, je le répète, c'est pas le bac, c'est les 50 et quelques pourcents, voire 60, voire 70% dans certaines filières d'échecs en L1, L2. C'est là qu'est le problème. D'où l'intérêt, par exemple, en abordant l'œuvre, sa matérialité. Alors je reviens au contenu, mais d'amener à l'élève, de faire acquérir à l'élève une démarche d'approche. Bien sûr. Pas simplement une vision immédiate sur la matière, voilà. sur la vente, ou sur, et donc ça prend en compte une diversité, une multitude des apports, et les faire solliciter leur professeur de physique, par exemple, ou de mathématiques pour calculer un volume. Et la démarche de projet, alors outre le projet tel qu'il est formulé dans le programme, mais la démarche de projet de connexion des enseignements hors les compétences premières ou les disciplines de l'équipe qui enseigne en histoire des arts, elle est fondamentale pour les préparer au supérieur et à cette confrontation. Un élève ne peut pas tout voir tout de suite dans une œuvre. Donc en attirant son attention tour à tour vers différentes... On ouvre le regard sur ceci, sur cela encore. L'année suivante, ou 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, il verra beaucoup plus de choses instantanément dans une œuvre pour répondre que à l'abord. Vous avez raison, c'est ça le but. Et ça lui servira bien au-delà de la spécialité Histoire des Arts. Mais c'est ça qu'il faut que... Et ça ne va pas se faire tout de suite. Que les familles arrivent à penser au-delà du baccalauréat et arrivent à penser à construire une stratégie pour leur enfant, non pas sur ce que leur rapportera des points, mais sur ce qui construira chez eux une possibilité professionnelle, une possibilité d'avenir professionnel, bref, une véritable formation de l'esprit. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup de disciplines et d'enseignements qui sont utiles, y compris d'enseignement artistique. Ils y entrent chacun par une forme particulière, et ce qui a été dit par mes collègues sur l'histoire des arts, ben voilà, c'est la spécificité de l'histoire des arts. Moi, dans ma discipline, les arts appliqués, je ne mets plus de notes chiffrées. J'ai des compétences que l'élève connaît et qui sont différenciées entre les élèves, et non plus un résultat. Et ça fait une différence majeure dans l'approche de l'élève face à son travail et à la façon dont il appréhende ses enseignements. Ça va évoluer aussi, hein, ça va venir. C'est déjà pas mal que ça prenne en compte les sociétés. Voilà, écoutez, on va vous laisser. J'espère qu'on a réussi en tout cas à vous faire partager, à défaut de vous convaincre, le plaisir qu'on a eu à travailler sur ces programmes et l'intérêt qu'on y a trouvé. Et moi, pour ma part, à l'heure où je vais quitter les fonctions, en tout cas, ça aurait été une très bonne idée de travailler à ces programmes. Voilà.